moi qui a un moment de grande émotion, c'est quand Jean-Charles m'appelle, il y a de ça un peu plus d'1 an, et qu'il me dit, écoute, est-ce que tu serais partant pour mettre en scène le prochain spectacle de 2017? Je ne suis pas sûr d'avoir réfléchi plus d'une demi-seconde quand il m'a dit ça. Parce que sincèrement, rien qu'en voyant vos têtes là ici, enfin pour ceux que j'ai déjà vus évidemment, il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore vus, c'est chouette, ça veut dire qu'il y a des nouveaux, mais il y en a quand même beaucoup que j'ai déjà eu la joie de côtoyer. Je vous promets que rien que ça déjà, ça m'a fait sauter le cœur. En plus de ça, de me dire qu'on allait retravailler sur un son lumière, comme on en a déjà fait, retravailler au vieux château. Il y a eu un moment donné, on s'est demandé si on ne le ferait pas à l'hippodrome. Ouais. Mais non, le vieux château est quand même très vite revenu. C'est clair qu'il y a quand même quelque chose de magique ici. Alors, évidemment, redonner vie à tout ça, c'est même plus un challenge. Là, ici, c'est un devoir. Et ça devient carrément, même pour tous, ça va être un instant magique. Alors, forcément, il est arrivé très vite une question. On a déjà fait 4 spectacles son et lumière au Vieux Château entre 97 et 2000. On a fait plusieurs spectacles dans la ville, autour du Vieux Château. On a refait un spectacle à l'intérieur du Vieux Château, qui était un spectacle un petit peu de moindre envergure, mais qui était quand même un spectacle de type son et lumière qui était Tonnerre sur la Fronde, si vous vous en souvenez. C'était en 2010. Et donc, si vous voulez, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà écrit ou coécrit, parce que le premier scénario était coécrit avec Sœur Catherine, qui était quand même à l'essence de tout ça. Ça faisait déjà 5 scénarios. Donc 4 sur Vincent de Paul. Alors là, ici, mon problème, c'était qu'est-ce qu'on va écrire de nouveau? Alors tout de suite, je me suis dit, tiens, on va travailler à partir de la vie de Vincent de Paul à Châtillon. Puis quand on avait fait les spectacles à Châtillon, on avait travaillé sur justement cette partie châtillonnaise. Et moi, j'avais 6 points sur lesquels je voulais partir et puis développer. Et puis, sœur Thérèse, ici présente, m'a dit, tiens, à l'époque, elle me disait, tenez, maintenant, hein, on a enlevé le « et ». Et elle m'a donné des documents qui étaient notamment les recherches du père Koch ou Koch, selon... Voilà, Koch. Voilà. Et là, quand je suis tombé là-dessus, eh ben, je me suis rendu compte que sur mes 6 points, il n'y en avait plus que 2 qui étaient encore bons. Alors, on m'a dit, ah, il y a Marie-Joëlle Guillaume qui a écrit un très beau livre sur Vincent de Paul. Je me suis dit, vite, 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 je vais me plonger dedans. Et effectivement, Marie-Joëlle qui est ici, je lui ai dit, mais ça a comblé mon bonheur, parce qu'effectivement, ce bouquin, ce qu'il a de fabuleux, c'est que non seulement il est passionnant, mais qu'en plus de ça, bah, il nous révèle plein de choses qu'on croyait sans doute être vraies, mais qui sont quand même pas mal erronées, qui sont bâties sur des légendes. Vincent de Paul, à peine mort, avait déjà sa légende, parce que si j'ai bien compris, Apelli, qui est à l'essence même d'une partie de sa légende, avait écrit très vite après sa mort. Donc en fait, vous voyez, il y avait d'un côté la légende, de l'autre côté la réalité. Est-ce que Vincent de Paul avait besoin d'une légende? Sans doute que c'est toujours bien d'avoir une légende, mais vous savez, ça nous échappe. C'est pas nous qui la constituons, la légende, c'est les autres. Mais lui, il n'avait pas besoin de ça, parce que ce qu'il a fait, c'est complètement fou, c'est complètement riche, c'est complètement aberrant de se dire qu'aujourd'hui, on a toujours des œuvres de social partout dans le monde qui sont issues à la base de la volonté d'un bonhomme qui n'a pas été, évidemment, tout seul, qui s'est fait aider, on va dire, d'abord par quelqu'un qui était un petit peu transcendant pour lui, qu'il appelait mon sauveur, mon Seigneur, voire Dieu, tout simplement, quand il était en intimité avec lui, et puis qu'il a été aidé, évidemment, par beaucoup, beaucoup de personnes autour de lui, et particulièrement des femmes. Alors moi, ça me passionne, ça. Parce que comme vous le savez, ça fait des années que moi je cherche comment faire des spectacles dans lesquels il y a beaucoup de rôles féminins. Non que je crache sur le rôle des hommes, il ne manquerait plus que ça, étant homme moi-même. Je ne peux pas dire que j'aime pas ça, au contraire, et les rôles des hommes sont souvent en relief. L'histoire nous a largement gâtés, messieurs, je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. En revanche, l'histoire pendant longtemps, et l'histoire telle qu'on l'avait encore à l'école, je me souviens dans les années 60, parce que j'ai fait les années 60, moi, c'est pas le cas de tout le monde ici.
Voilà, eh bien je me souviens qu'il y avait une histoire largement masculine. Et puis petit à petit on gratte et on se rend compte qu'il y a des choses fabuleuses du côté féminin de la force. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Vincent de Paul, on ne manque pas de ce côté féminin, et on peut dire que c'est un côté très très fort. Sans ces femmes, eh bien Vincent de Paul faisait rien, et lui-même l'a reconnu tout au long de sa vie, il leur doit carrément une fière chandelle. Donc ça va être un spectacle sur lequel les femmes vont avoir un rôle particulièrement prépondérant, ça va sans dire. Mais les hommes seront toujours bien servis, y compris le maire de Châtillon. Si jamais notre cher Yves veut bien venir, il y a notre cher Richelieu qui réapparaîtra. Je dis ça au hasard, hein, bien entendu. Voilà. Mais enfin, big moustache, it's very good. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'ai donc changé mon axe pour faire le scénario, et cette fois-ci, je suis parti complètement d'ailleurs. Quand le scénario va commencer, je pense que les gens vont être très surpris de voir qu'au départ, on se demande, est-ce qu'on va parler de Vincent de Paul? Non, on plonge dans le XVIIe siècle, on plonge dans le XVIIe siècle, une période, je voulais une période un petit peu, comment dirais-je, un petit peu forte, dans laquelle il y avait de la violence, il y avait de la misère, il y avait des choses fortes et dures. Or, il se trouve que, si on regarde dans la vie de Vincent de Paul, il y a eu beaucoup de périodes comme ça, mais il y en a une particulièrement forte. Alors, vous pourriez me dire, bah, comme on va fêter les 400 ans 1617, ça va être ça. Ben non, c'est pas ça, mais je vais ramener à 1617, vous inquiétez pas. C'est la période des années 30, et notamment 36, 37, 38, la période de la guerre de 30 ans en Lorraine, hein, et cette période où Vincent de Paul va donner naissance à beaucoup de ses œuvres majeures. Hein. Et notamment, évidemment, les Dames de la Charité ont déjà été créées, mais les Filles de la Charité, c'est dans les années 30. Les œuvres, notamment pour les enfants trouvés, etc., c'est les années 30, voilà, 38. Donc, on est dans une période très riche, très dense, et Vincent de Paul, à ce moment-là, est quelqu'un qui se démultiplie de plus en plus. Il y a la conférence des mardis qui ont commencé, il est à la cour du roi Louis XIII, il est reçu à la cour du roi Louis XIII, il est bien sûr, il n'est pas à la cour même, hein, il ne fait pas partie des courtisans. Donc voilà, une période riche, et quand le scénario commence, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas forcément que des gens du commun, des personnes haut placées, des personnes moins haut placées, plusieurs personnes qui vont représenter un petit peu la société, c'est-à-dire nous, des gens qui peuvent nous ramener à nous-mêmes. Et on va commencer en Lorraine. On commence en Lorraine alors qu'on est à Châtillon et qu'on va fêter les 400 ans de Vincent de Paul. Oui, on commence dans un endroit particulier dans lequel il se passe quelque chose de dur. Mais vous savez, si on fait une analogie aujourd'hui, on pourrait commencer ça en Syrie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va aller chercher un endroit d'où les réfugiés vont affluer. Parce que l'œuvre de Vincent de Paul, elle ne manque pas d'avoir une répercussion avec notre propre réalité d'aujourd'hui. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que s'il a envoyé des filles de la charité aujourd'hui, il les aurait sans doute envoyées en Syrie. Mais elles y sont. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il était né aujourd'hui, on est bien d'accord. Voilà. Maintenant, elles y sont parce que ça fait 400 ans qu'il a inventé tout ça. Donc voilà. Donc on va commencer effectivement en Lorraine. Et puis petit à petit, ces gens qui n'ont rien à voir du tout avec Vincent de Paul, qui même pour la plupart n'en ont même pas entendu parler, vont se rendre compte qu'ils en entendent de plus en plus parler au fur et à mesure qu'ils avancent. Et ils vont rencontrer des gens qui ont affaire à Vincent de Paul, de plus en plus. Et puis un jour, ils vont rencontrer Vincent de Paul lui-même. Et là, ça va évidemment bousculer leur vie. Déjà, en rencontrant les gens, ça va bousculer leur vie, mais Vincent de Paul, ça va encore plus bousculer leur vie, jusqu'au moment où ils vont découvrir un secret particulier, c'est d'où est venue sa flamme, qu'est-ce qui a fait naître tout ce qui existe déjà en 1736, 37 et 38, et qu'est-ce qui existe encore aujourd'hui. Et cette flamme, où est-ce qu'elle jaillit pour la première fois? Pour la première fois. Le feu était déjà attisé avant, il était déjà là, mais elle a vraiment jailli à Châtillon-sur-Chalaronne en 1617. Vous voyez, il va falloir avancer dans le spectacle pour d'un seul coup découvrir que Châtillon, c'est le lieu de naissance, le lieu où tout part. Et voilà, et à partir de ce moment-là, la flamme est allumée et elle se répand dans le monde. Et le final, lui, évidemment, nous parlera davantage de tout ce qui se passe depuis, non seulement
à Châtillon et en France dans les années 1600, pardon, mais évidemment aujourd'hui aussi. Alors ce qui veut donc dire que ça va être un spectacle dans lequel il va y avoir du suspense, mais il va y avoir de l'action, il va y avoir du bonheur, du malheur, enfin des choses plus ou moins gaies, des choses plus ou moins tristes. Et puis il va y avoir aussi, on va rencontrer des personnages célèbres de l'époque, et puis on va aussi rencontrer beaucoup d'amour, beaucoup de relations entre les uns et les autres. Il va sans dire que, comme on est dans un spectacle où on plonge dans l'humanité, et bien l'humanité, jusqu'à preuve du contraire, ça part de 0 heure jusqu'à 150, si jamais il y a quelqu'un de 150 ans qui est là parmi nous. Personne. Alors on peut battre leur corps d'ici cet été. Ceci étant dit, voilà, ça part du bébé nourrisson jusqu'à Jeanne Calment. L'humanité, il n'y a pas de point d'arrêt. Donc, ce qui veut dire, et je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que pour les castings, vous êtes tous invités, et tous les gens autour de vous, bien entendu, de quelque âge qu'ils soient. Tout le monde qui passera en casting sera donc reçu à bras ouverts, participera au spectacle. Tout le monde ne sera pas acteur principal, mais tout le monde au moins sera acteur, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler figurant, mais la figuration n'est pas vraiment le mot, dans le sens où tout le monde, de toute façon, est partie intégrante du spectacle. Donc maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus concrètes. Pour ceux qui connaissent déjà, on va passer à un casting. Le casting, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est reçu. C'est pas un truc trop compliqué. Je ne vais pas vous faire une audition, vous faire monter sur une scène. Vous avez un bout de texte, vous avez 5 minutes pour me la prendre avec quelqu'un et puis vous passez. Non, je vous donnerai une demi-heure pour apprendre le texte. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En revanche, c'est vrai que je vais certainement vous faire lire un bout de texte issu du scénario pour saisir si vous avez à un moment donné une fibre qui peut éclairer un personnage particulier ou un autre. Voilà. Donc à l'issue des castings, moi je plancherai ensuite sur l'attribution des rôles, attribution que je peux considérer comme étant effective 15 jours ou 3 semaines après. C'est pour ça qu'on les a fait en octobre pour pouvoir dire que allez, mi-novembre à peu près, les gens auront leur rôle. C'est très important pour vous, parce que comme ça vous savez non seulement votre rôle, mais vous saurez même votre calendrier de répétition et votre calendrier d'enregistrement des voix. Mais c'est très important pour les costumières. Parce que les costumières, une fois qu'elles ont vos noms, qu'elles ont vos adresses, elles peuvent vous contacter pour dire « Bah tiens, vous faites tel personnage, on aimerait bien avoir vos mesures, par exemple. » Ça nous aiderait, parce que les costumières, c'est bien si elles peuvent commencer à faire des costumes avant le mois de juin 2017. Hein, voilà. Parce que plus on aura de monde, et plus ça fait de costumes. Sachant que plusieurs d'entre vous auront des doublons. Il y aura des personnages qu'on va retrouver tout au long de l'histoire, mais il y aura des doublons. Salut Patrick. Alors, l'histoire elle-même, c'est une histoire qui va donc se passer, comme je vous l'ai fait comprendre, sur une période très courte. Donc, les costumes en eux-mêmes, c'est des costumes qui vont correspondre pour une bonne partie à 1636, 37, 38, et là on en a. Il n'y a pas de problème. Même quand on va faire un passage en 1617, là c'est pareil, on en a, il n'y a pas de problème. Le problème ça va être pour les costumes d'aujourd'hui, je ne sais pas si on en a. Ça c'est un vrai problème. Est-ce qu'on ne peut pas demander au père Pedro de nous procurer des costumes aujourd'hui, des jeans, des pulls, des trucs comme ça? Non. Voilà, on va peut-être trouver, ça va être un vrai challenge, mais il en faut, hein, on est bien d'accord. Donc, je ne vais pas tenir toute la soirée quand même, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais quand même juste détailler encore une chose, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. Tout à l'heure, Sœur Thérèse évoquait la possibilité de commencer les répétitions au mois de janvier. Ouais, c'est pas ma technique. Moi, ma technique, c'est que pour être sûr que tout le monde soit... Ouais, qu'il y ait une certaine égalité dans l'interprétation, le mieux, c'est qu'on fasse une bande-son. C'est-à-dire que vous allez avoir vos textes,
On peut même avoir à travailler un peu dessus avant. Et puis ensuite, moi, comme j'ai exactement dans la tête ce que je voudrais que vous interprétiez, on va se retrouver ici, donc dans une salle hein, qui est vraiment pas loin de cette salle-là, hein, qui est donc du côté école de musique. Vous aurez donc vos horaires de passage. Et puis là, eh ben, je vous guiderai et on va travailler de façon à ce qu'on ait des réparties qui soient le plus réalistes possible par rapport à vos personnages. Ensuite, tout ça, c'est dans la boîte et on monte ça avec les musiques, les effets, etc. Tout ce qui va donner à cette bande-son une image cinématographique, image que j'affectionne particulièrement. Ce qui vous permettra ensuite, vous, de vous caler là-dessus en apprenant, bien entendu, pour ceux qui ont un rôle à texte, le texte, puisqu'il faudra qu'il soit complètement intégré, et de pouvoir vous libérer dans votre personnage. C'est-à-dire ne plus avoir l'appréhension du texte. Parce que c'est vrai que malheureusement, comme on n'a pas tous la possibilité de travailler comme un professionnel, eh bien, si jamais on doit faire un spectacle, c'est vrai qu'il y en a qui tentent le challenge, mais où on est en direct, il y a une problématique, et une problématique que j'ai du mal, moi, à intégrer, c'est qu'on perd de la dynamique émotionnelle. C'est-à-dire que, vous savez, un spectacle, il est fait pour que les gens y montent, qu'à un moment donné, ils soient bouleversés. Si un acteur, à un moment donné, a perdu son texte ou ne sait plus trop comment le dire, vous savez, ça fait ça. Ah, on retombe. Ah, parce que tout le monde a envie de l'aider, mais on n'est plus dedans. Ça y est, on a perdu l'émotion qui monte. Et ça, les gens, bien entendu, le pardonnent. Les spectateurs arrivent en disant « Bah oui, c'était des amateurs, c'est très bien. » Ah ouais, mais c'est encore mieux quand les gens n'ont même pas besoin de se poser la question et qui ressortent et qui sont bouleversés. Voilà, mais c'est ça. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que non seulement les spectateurs seront bouleversés, parce que ça, j'y crois très fort, mais vous-même, vous allez être bouleversés, parce que vous allez être complètement imprégné de vos personnages. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'enregistrement, ça va sans dire, qui sera fait en janvier. Et puis, après ça, les répétitions, qui, grâce à ce système-là, commenceront donc début mars. Mars, avril, mai, juin, je peux vous dire, c'est efficace, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier, et jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné. Donc ça m'étonnerait qu'à Châtillon, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, début mars, on commencera les répétitions, à raison des samedis après-midi, et puis à un moment donné, on va faire des répétitions en petits groupes, pour que ça soit encore plus perfectionné. Et là, ça sera à partir du mois de mai-juin, voilà. Et puis on arrivera forcément au spectacle, et là, inutile de dire que c'est un moment... Enfin bon, pour ceux qui ont déjà participé, hein, ça brasse. Enfin, on s'imagine, quand on arrive sur le